Euh, et j'espère que vous voyez mon écran. Je vais le mettre en plein écran. Donc voilà, nous allons donc parler de la France plurielle et aujourd'hui, c'est un cours d'introduction. Donc, je triche un peu parce que j'utilise comme illustration de cette première image des diapositives, enfin des photos qui ne sont pas véritablement françaises, mais qui sont peut-être plutôt italiennes, puisque, comme vous le voyez, elles sont faites, l'auteur de ces photos est Oliviero Toscani, qui est un publiciste italien, et ce sont des photos qui ont été utilisées pour la publicité de l'entreprise, de la firme d'habillement Benetton. Mais j'aime énormément cette série de photos. Ce photographe est extrêmement provocateur. Il aime beaucoup faire des choses qui sont un peu choquantes, mais je trouve qu'elles sont vraiment très parlantes et elles illustrent très bien le cours que je veux faire et l'idée que je veux essayer d'apporter dans toutes ces séances. Donc, mon idée, c'est que on a souvent l'impression, enfin souvent les gens qui viennent en France, surtout les Russes, sont un peu choqués quand ils arrivent en France parce qu'ils ont dans l'idée que le français, c'est quelque chose de, alors je dirais pas blanc aux yeux bleus, mais disons que c'est un personnage blanc au minimum. Et quand ils s'aperçoivent que une grande partie de la population française n'est pas forcément de la couleur qu'ils s'attendent, ils sont choqués, ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé, où est la France, pourquoi la France, etc. Alors, moi, ces réflexions me désolent toujours un petit peu, mais d'un autre côté, c'est normal, c'est une réaction normale, et j'essaye donc de montrer que, ben oui, la France n'est pas tout à fait uniquement blanche, et elle est multicolore, et elle est multiculturelle, et c'est quelque chose de tout à fait normal, d'une part, et d'autre part, c'est quelque chose d'historiquement très ancien. Pendant de nombreuses années, on n'avait pas de chiffres parce que en France, à cause de l'idéal démocratique et républicain qui est le principe fondamental de l'État français, les statistiques ethniques étaient interdites et vous n'aviez pas le droit, c'était dans la Constitution, c'était anticonstitutionnel, vous n'aviez pas le droit de poser des questions sur l'origine ethnique d'une personne. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas de chiffres, on n'avait pas de recensement de la population, on ne savait pas quelles étaient les origines de la population française. Alors maintenant, on a des chiffres parce qu'on s'est aperçu que pour régler les problèmes, il fallait avoir des données exactes. Maintenant, on a des chiffres et il y a notamment une très grande enquête sociologique qui a été faite, qui s'intitule Trajectoire et origine, enquête sur la diversité des populations en France. Et nous en reparlerons. Il y a à Paris un très grand musée de l'histoire de l'immigration. Comme toujours, un musée, ce n'est pas simplement des salles d'exposition. Un musée, c'est un institut scientifique dans lequel il y a des recherches qui sont faites. Et ce musée a étudié la situation migratoire d'immigration en France et a fait la constatation que dans la population actuelle française, un Français sur quatre est issu de l'immigration. Issu de l'immigration, c'est une expression que l'on utilise de plus en plus pour désigner ces personnes. Cela veut dire que les parents, les grands-parents, peut-être les arrière-grands-parents de ces personnes ont été à un moment ou à un autre, ont immigré en France à un moment ou à un autre. Et ce que je voudrais vous montrer dans l'ensemble de ces conférences, c'est que c'est encore plus ancien et que en fait, le français tel que vous l'imaginez n'existe pas
le gaulois, tel qu'on se l'imagine, n'existe même peut-être pas forcément, et que toujours on a une mosaïque, un mélange, une hybridation, et c'est ça qui fait justement l'intérêt de l'histoire et de l'étude de la population française. Donc, on voit qu'il y a en 2015, on a eu les premières statistiques ethniques, c'est donc très, très récent, et on a compté que sur 7,3 millions de descendants d'immigrés, il y avait 7 millions 3 descendants d'immigrés, et que les parents les origines de ces immigrés étaient les suivantes. Vous voyez qu'il y en a beaucoup d'Européens, 45%, plus que d'Afrique, et une petite partie des autres pays, des autres continents qui sont venus s'installer en France. Et évidemment, c'est compliqué parce que parfois, il y a 2 parents immigrés des 2 côtés. Si les 2 parents sont immigrés, on a compté le pays du père. C'est une convention. On aurait bien pu prendre aussi celui de la mère, mais il fallait prendre une convention pour compter ses origines. Alors, ce que je vous conseille énormément pour essayer de comprendre quelle est la situation actuelle en France, je vous conseille de regarder, alors si vous le trouvez, regardez-le en français. Je ne suis pas certaine, je l'ai peut-être en français, je vous donnerai, je vous enverrai peut-être la référence du fichier que j'ai réussi à trouver sur Internet, mais ça doit être possible de le trouver sur Internet. Moi, je l'ai en disque aussi, en CD, mais je ne peux pas vous envoyer mon CD. C'est un film qui est en russe, c'est traduit, je crois, par Veselinka Svadьба. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille très fortement de le regarder. J'ai mis très longtemps à regarder ce film parce que je déteste Christian Clavier. C'est bien ennuyeux parce qu'il a un rôle important dans ce film. Mais malgré que je déteste Christian Clavier, j'ai énormément aimé ce film. Bien sûr, c'est une situation idéalisée. Bien sûr, ça ne se passe pas toujours aussi bien ou aussi mal ou aussi caricatural dans les familles françaises. Mais cela peut se passer comme cela, il arrive que cela se passe comme cela, et heureusement encore pour l'instant en France, on peut faire des films sur ce sujet-là, on peut rire de ces situations-là, et on peut, entre personnes, plaisanter sur ces sujets. Donc l'idée, si vous n'avez pas vu le film, je ne vais pas vous dévoiler, comme on dit, divulgacher le sujet du film, mais c'est assez facile à comprendre. Nous avons un couple de bourgeois moyens qui ont 4 filles, et les 4 filles vont épouser 4 personnes qui sont toutes d'origine étrangère, et toutes d'origine étrangère différente et même de religion différente. Vous voyez, il y a un juif, un arabe, un chinois et un noir d'Afrique, je ne sais plus de quel pays est son père, et cela donne lieu à un grand nombre de quiproquos et de situations assez drôles. Ce qui est très intéressant, ce n'est pas le film en lui-même. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui a eu un énorme succès. Et le succès d'un film, cela souvent veut dire que c'est un film important. C'est un film qui a trouvé sa place et qui dit quelque chose sur la société qu'il décrit. Vous voyez, 12 millions, presque 12 millions et demi d'entrées, sans compter bien sûr les DVD qui ont été vendus, les diffusions à la télévision. On le montre assez souvent à la télévision russe également. Je vous conseille de le regarder en français parce que le texte est très intéressant. Donc, c'est le meilleur film pour l'année 2014, le 6e plus gros succès français dans l'histoire du cinéma français. Donc, c'est quand même
très important comme résultat, d'accord, le 6e plus gros succès français. Et il y a une suite qui est sortie en 2019, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Alors, on peut imaginer, bien sûr, les suites, c'est toujours un peu moins bien que les films d'origine, mais cela illustre aussi le fait que non seulement la France est un phénomène pluriel, mais que les mariages mixtes, c'est-à-dire les mariages interreligions, interethnicité, interethniques dans la société française sont très fréquents. Vous voyez que en Europe, c'est en France qu'il y a le plus grand nombre de mariages mixtes. C'est aussi un chiffre intéressant à analyser. Alors, avant de commencer vraiment ce cours, avant d'aller plus loin, disons-nous, il faut se mettre bien d'accord sur les choses et il faut définir ce dont on va parler parce que souvent on confond des données, on confond les notions et cela donne des amalgames, comme on dit, donc des résultats mélangés qui ne sont pas de très bonnes, qui ne sont pas, enfin, ce n'est pas bien. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas la même chose de parler d'un immigré et d'un étranger. Un immigré, selon la définition internationale, la définition de l'ONU, donc ONU, oui, un immigré, c'est une personne née dans un autre pays que celui où elle réside. L'INSEE, c'est le service de statistique français, l'équivalent de FTSEOM en russe. C'est un institut qui a une définition un petit peu plus précise. C'est une personne qui est née étrangère à l'étranger et qui réside dans le pays depuis plus d'1 an. Donc, selon cette définition, je suis une immigrée. Je suis née étrangère dans un pays étranger et j'habite depuis plus d'1 an dans un autre pays, puisque j'habite depuis 45 ans en Russie et que je suis née en France. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Le mot de immigré correspond à ma situation personnelle. Il existe une autre notion qui est celle de descendant d'immigrés, потомок мигранта. Un descendant d'immigrés, c'est une personne qui est née en France et dont l'un des 2 parents, au moins, est immigré. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a des parents qui sont des immigrés. Et c'est complètement idiot, malheureusement, on le dit très souvent, on l'utilise en russe aussi, en français et en anglais, etc. Mais c'est complètement idiot de parler d'immigrés de 2e ou de 3e génération, parce que vous avez à ce moment-là une contradiction entre le fait qu'un immigré, c'est une personne qui est née dans un autre pays, ou c'est une personne qui n'est pas née dans un autre pays, 2e ou 3e génération, elle n'est pas née dans l'autre pays. Ce sont ses parents qui sont nés dans l'autre pays, ses parents ou ses grands-parents. То есть мигрант втором или третьем поколении, это полнейший абсурд. Je vous conseille de ne pas utiliser cette expression. Personnellement, j'essaye de ne jamais l'utiliser parce que ça ne veut rien dire. Ou bien vous êtes né en France, ou bien vous n'êtes pas né en France. Vous ne pouvez pas être l'un et l'autre à la fois. Donc, vous êtes un descendant d'immigrés, un descendant de 1e, de 2e génération, oui, ça c'est d'accord, mais vous n'êtes pas un immigré de 1e, de 2e ou 3e génération. Ça, c'est pas possible. Par contre, un étranger, c'est tout à fait autre chose. Un étranger veut dire quelqu'un qui n'a pas la nationalité dans le sens français du terme, c'est-à-dire le passeport du pays dans lequel il se trouve. Il existe un sens figuré, être étranger à la société. Vous avez le roman très célèbre d'Albert Camus, L'étranger. C'est quelqu'un qui n'est pas dans son élément, qui ne se trouve pas à sa place. Mais dans la définition qui nous intéresse ici, c'est quelqu'un qui n'a pas le passeport du pays où il se trouve. Selon cette définition, je ne suis pas une étrangère.
parce que j'ai le passeport russe depuis très longtemps et je suis citoyen de la Russie, donc je ne suis pas considérée comme étrangère et je ne suis pas étrangère. Donc je suis immigrée, mais je ne suis pas étrangère. Ce ne sont pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas confondre les deux notions et quand on fait des statistiques, il ne faut pas mélanger les choses. D'accord ? Et puis, il y a encore une troisième notion que l'on utilise de temps en temps parce que ces personnes qui sont dans cette situation, la situation de réfugiés, cette situation interfère avec celle de l'immigré et de l'étranger. Mais en réalité, un réfugié, c'est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle. C'est-à-dire que l'idée de réfugié n'est pas liée au problème de la nationalité, n'est pas liée à l'origine, c'est une idée de déplacement. C'est une personne qui a été déplacée du pays ou qui s'est déplacée du pays dans lequel elle était dans un autre pays et qui le fait parce qu'elle se sent en danger. Elle a craint d'être persécutée du fait de son appartenance communautaire, de sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social, ses opinions politiques, et qui ne peut ou ne veut retourner en raison de dans son pays en raison de cette crainte. Donc ça, ce sont des réfugiés, et on parle même maintenant de réfugiés climatiques, qui sont des personnes qui ont été déplacées à cause des changements climatiques dans un pays et qui n'ont rien à voir avec la politique ou la religion dans ce pays, mais ce sont aussi des réfugiés. Donc il ne faut pas confondre ces choses-là. Juste pour se donner une idée, il y a de temps en temps comme ça dans la vie, dans l'histoire moderne, et pas seulement moderne, il y a des périodes dans lesquelles il y a tout d'un coup une grande vague de réfugiés qui arrivent d'une certaine région. Là, je vous ai simplement indiqué une des vagues de réfugiés qui ont eu lieu. Pourquoi ? Parce qu'elle concerne, comme vous voyez, elle concerne la France. La France est un pays qui a reçu un grand nombre de réfugiés du Vietnam. Donc, en 1979, c'est terminé la guerre du Vietnam et au moment de la fin de cette guerre du Vietnam, quand s'est instauré un autre régime, un grand nombre de la population du Vietnam se sont déportés, sont partis du pays et se sont réfugiés dans différents pays du monde. On les a souvent appelés les boat peoples, c'est-à-dire des personnes sur des bateaux, parce que la plupart de ces immigrés ont fui le pays à bord de bateaux de très mauvaise qualité et ils étaient en très grand danger pour arriver dans un autre pays. Donc voilà, tout cela nous donne une sorte de mosaïque avec différentes classes. Alors là, j'ai les chiffres pour l'année 2002, les rapports entre les immigrés et les étrangers, mais nous allons maintenant voir un tout petit peu plus en détail comment est-ce que ça se fait pour que vous voyez. Alors, mon détail n'est pas basé sur ces chiffres-là, il est basé sur les chiffres de 1914, mais ce n'est pas important, c'est la même idée. Donc, si nous prenons, on va imaginer que là, mon écran, c'est la population entière de la France. Et cette population de la France, on peut la diviser en deux parties. D'une part, ce sont des gens qui sont citoyens français, c'est-à-dire qui ont le passeport français, et d'autre part, ce sont des gens qui sont des citoyens étrangers, et on voit la proportion. Alors, la proportion géométriquement, c'est pas bien, hein, ce n'est pas correct. Il faudrait faire un tout petit triangle ici pour montrer que c'est 6% de cette proportion. Mais si je fais un tout petit triangle, vous n'allez rien comprendre. Donc, ce triangle-là, même c'est un trapèze, il est beaucoup plus grand qu'il ne doit être. En réalité, il devrait être plus petit comme ça. Donc, les citoyens français, les citoyens étrangers, voilà la proportion. Sur
65,8 millions d'habitants en France en 2014. C'était l'ensemble de la population française en 2014. Alors, nous gardons cette proportion, mais maintenant, nous pouvons imaginer une deuxième façon de classer cette population. Cette population peut être classée suivant un autre principe qui est né où? Donc, une certaine portion des gens sont nés en France, une certaine portion des gens sont nés à l'étranger. Nous voyons très bien qu'il peut y avoir des personnes qui sont nées en France et qui ont le passeport français, mais aussi une certaine proportion de personnes qui sont nées en France sans le passeport français. Et d'autre part, vous avez également un certain nombre de Français, de personnes qui ont le passeport français, mais qui sont nés à l'étranger. Par exemple, mes enfants, mes fils, ont le passeport français parce que la nationalité française leur a été transmise par le fait que leur mère est française. Donc, mes enfants ont le passeport français, mais ils sont nés tous les trois à Novosibirsk. Donc, mes enfants sont dans cette catégorie-là. Parmi eux, il y a différentes catégories. Il y a des gens qui sont français d'origine, comme mes enfants, et puis il y a aussi des gens qui ont obtenu la nationalité française, mais qui ne vivent pas en France. Par exemple, mon mari, qui a obtenu la nationalité française, lui, il est dans cette catégorie-là. Il est né à l'étranger, il réside à l'étranger, mais il a aussi le passeport français, donc comme tous ceux qui sont de ce côté, du côté gauche de cette ligne. Et il nous reste 3,6 millions dans l'autre catégorie, des étrangers nés à l'étranger avec un passeport étranger. Voilà les chiffres que nous avons pour l'instant. Ce qui nous fait en fait que si on reprend le nombre les nombres qui sont immigrés ou non immigrés, ceux qui résident en France, donc mes enfants ne résident pas en France, donc mes enfants sont ici en fait, excusez-moi, mais si mes enfants ou mon mari résidaient en France, ils seraient dans cette catégorie-là, mais parmi eux, ceux qui ont la nationalité française et qui sont nés en France, qui ne sont pas nés en France, ne seraient pas dans cette catégorie. Donc la population non immigrée fait cette partie-là et la population immigrée, une toute petite portion. Et à cela, on rajoute les descendants d'immigrés, qui sont simplement des gens dont par grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère étaient d'origine immigrée. Cela fait donc, il faut simplement essayer de comprendre ces choses-là quand on en parle. Alors, l'immigration et la pluralité des personnes qui sont en France, c'est un phénomène qu'on peut analyser sous différents aspects. On peut les voir comme une vérité objective, on peut en faire une analyse scientifique, on peut l'utiliser dans la politique, et puis c'est quelque chose qui concerne des personnes concrètes au jour le jour. Alors ici, la vérité objective, elle est représentée par exemple par ce que l'on a dans le musée de l'histoire de l'immigration, qui est une chose. L'analyse scientifique, elle se trouve par exemple dans des ouvrages de sociologues, comme c'est un grand classique, Le Creuset français, mais il existe encore beaucoup d'autres travaux de sociologues consacrés à ce sujet. Il y a malheureusement beaucoup de partis politiques qui utilisent cette donnée de l'immigration et de la pluralité française pour utiliser dans ces débats politiques. Et puis, il y a aussi l'expérience quotidienne de ces gens-là, par exemple. Ce sont des migrants que l'on retrouve, qu'on repêche régulièrement en Méditerranée, et qui essayent de traverser la mer Méditerranée et d'arriver en Europe d'une manière ou d'une autre, et qui sont toujours dans des situations tout à fait tragiques et en très grand danger. Alors, la conception de tout cet ensemble de conférences que je vais vous faire, c'est entièrement, enfin, ce n'est pas seulement ma conception, mais ma façon de voir la France et la France plurielle, c'est que c'est un processus,
c'est un processus qui ne s'arrête jamais et que les Français d'aujourd'hui, ce sont des anciens immigrés, ce sont les résultats d'immigration ancienne et que les immigrés d'aujourd'hui présentent le visage de la France de demain. Et c'est exactement comme, bon, je fais aussi des cours d'histoire du français, si vous voulez, je ne comprends pas les gens qui disent que la langue française se gâte, c'était bien mieux avant, la langue française maintenant est horrible, il faut revenir au français. Ça n'existe pas. La langue française évolue, c'est un processus évolutif et de la même manière, la population française évolue, la France évolue et c'est normal, c'est comme ça. On peut le regarder objectivement, on peut l'analyser, on peut en voir les aspects différents, mais il n'y a aucun sens à s'arracher les cheveux en se disant c'est horrible, c'est catastrophique et ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas possible. Vous savez tous, enfin peut-être pas, peut-être que vous connaissez tous, j'espère, la phrase qu'on utilise très souvent, il y a quelques jours c'était la journée de la femme, on peut toujours rappeler cette phrase de Simone de Beauvoir qui est vraiment un des principes fondamentaux du féminisme, c'est qu'on ne naît pas femme, on le devient. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'en fait, cette phrase, elle l'a citée, elle l'a écrite et on l'a beaucoup citée, mais c'est un modèle de phrase qui existe déjà avant Simone de Beauvoir, puisqu'on trouve chez Erasme, l'homme ne naît pas homme, il le devient. Donc, dans tous les cas, cela veut dire que c'est l'environnement qui crée ce personnage. Oui, on devient une femme parce que l'on est élevé comme une femme et on se comporte comme une femme parce que l'on a été élevé, on a été élevé comme ça. Erasme, le grand philosophe de l'époque du début de la Renaissance, qui a écrit un livre Comment éduquer les enfants, considérait que l'homme n'est humain, ne devient humain que parce qu'il est élevé en tant qu'homme. Si vous mettez un petit homme avec les loups, eh bien, il sera élevé comme un petit de loup, il ne deviendra pas un homme. Donc, c'est important de considérer que l'environnement existe. Mais ce qui est très amusant, c'est que cette phrase, c'est une petite parenthèse, d'accord, mais c'est quand même intéressant. Cette petite phrase, elle n'a pas non plus été inventée par Erasme, puisqu'on retrouve chez le père de l'Église Tertullien l'Africain, qui est né au IIe siècle de notre ère, donc il est mort au début du IIIe siècle de notre ère, un écrivain de langue latine, berbère, romanisé et païenne, donc ce que l'on appelle un père de l'Église, et Tertullien a écrit « On ne naît pas chrétien, on le devient ». Donc dans tous les cas, on devient quelque chose comme ça. Et pourquoi est-ce que je vous dis cela? Pourquoi est-ce que je cite ces phrases? Donc revenons à Simone de Beauvoir. Mon idée, c'est qu'on devient français en vivant en France et en adoptant et en imitant les modèles de comportement de la France qui les entoure. Alors, nous avons parlé du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui était une vision très, disons, très positive de l'immigration. Je ne veux absolument pas dire que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Il y a un gros problème avec l'immigration en France et c'est un problème qui ne se calme pas, au contraire, qui augmente, puisque vous voyez que le nombre de personnes interrogées qui disent que est-ce qu'il y a trop d'étrangers en France? Il y en a 65% qui répondent que oui, il y a trop d'étrangers en France, ça n'a pas changé, c'était comme ça avant. Beaucoup de Français considèrent que les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer et ils reconnaissent que c'est difficile pour un immigré de s'intégrer. Et vous ferez attention, vous verrez que dans cette enquête, qui est une enquête qui a été faite par un organisme de sondage, on mélange allègrement
immigrés et étrangers. On pose des questions sur les étrangers, on pose des questions sur les immigrés sans faire la différence. Donc, les personnes qui ont fait cette interview, cette étude, n'ont pas voulu ou n'ont pas su différencier le problème. Et les personnes qui ont répondu ne pouvaient pas, puisque la question était posée. Tantôt, on vous parle d'étrangers, tantôt, on vous parle d'immigrés dans le même questionnaire. D'accord ? Donc, bien sûr, il y a un problème, bien sûr, c'est une question que se posent les Français. Et même que j'ai rajouté une petite seconde. Извините, я сейчас не могу. Donc, vous voyez dans cette image que dans la dernière enquête, la majorité des Français considèrent que la mondialisation est une menace pour la France, le pays doit se protéger davantage, les immigrés ne font pas d'efforts, donc ces opinions augmentent encore. Donc là, c'était des chiffres de 2017, là, ce sont des chiffres de 2019, cette opinion continue à augmenter. Alors, ce que je trouve très important, dans le cadre de ces conférences que nous allons faire, c'est de combattre les idées reçues sur l'immigration. Je vais utiliser un certain nombre d'images humoristiques. De toute façon, vous allez constater que je mets toujours beaucoup d'images humoristiques dans mes cours. Et nous allons voir un certain nombre d'idées reçues sur l'immigration et nous allons essayer de voir quelle est la vérité qui se trouve derrière les idées reçues. Ce sont des idées reçues qu'ont les Français, donc des stéréotypes qu'ont les Français, mais qu'ont également les étrangers à ce propos. C'est très fréquent de rencontrer ce genre de réaction. Alors, première idée reçue, la France est envahie par les immigrés. C'est vraiment c'est vraiment une grande vague, la France est écrasée par les immigrés. Alors, c'est une idée reçue qui est assez fréquente, qui est assez fréquemment utilisée. En réalité, en 2011, et c'est à peu près toujours la même proportion par la suite, les immigrés représentaient 8,4% de la population totale française. Donc, si vous le représentez sous la forme d'un anneau, les immigrés, ce n'est que cette partie-là de la population française. Alors, peut-être qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup parce qu'ils sont souvent dans les villes et c'est dans les villes que l'on va, mais c'est une impression qui est complètement fausse. Et tous les chiffres que je vous donne ici, tous ces renseignements sont des renseignements qui sont documentés, si vous voulez. Tous ces chiffres sont des chiffres officiels. Je n'utilise pas, bien entendu, des chiffres spéculatifs de tel ou tel parti politique. Si vous voulez comparer la proportion d'immigrés en France et dans d'autres pays du monde, vous verrez que la France n'occupe pas une position formidable. Il y a beaucoup plus d'immigrés. Bon, d'accord, le Luxembourg, c'est un cas particulier, mais en Australie, en Suisse, en Israël, Nouvelle-Zélande, Canada, Irlande, Estonie, Espagne, ça c'est la moyenne des pays de l'Europe. Vous voyez, même l'Allemagne, il y a plus d'immigrés qu'il n'y en a en France. Ce n'est pas de loin le pays dans lequel il y a le plus d'immigrés par rapport au reste de la population. On peut le voir également sur la forme de cette carte. Donc ici, on a considéré les personnes qui sont nées à l'étranger en 2015. Donc, les chiffres sont légèrement différents de ce qu'on avait pour 2009. Mais vous voyez que le chiffre de 12%,
qui est pour la France n'est pas le plus grand. Vous avez beaucoup plus en Allemagne, en Suède, Norvège, même en Grande-Bretagne, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour la France. Et le nombre de personnes étrangères entrées en France, ça ne veut pas dire qu'ils sont restés, d'accord? C'est les franchissements de frontières, le nombre de personnes étrangères entrées en France. Vous voyez que la France n'est pas du tout la plus importante destination pour des étrangers. vous en avez beaucoup plus aux États-Unis, au Royaume-Uni, donc en Angleterre, en Allemagne. C'est en Allemagne qu'il y en a beaucoup plus qu'en France, même en Italie, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent qui traversent la frontière pour venir dans ces pays. Donc, c'est tout cela pour confirmer que non, la France n'est pas envahie par les étrangers. Deuxième idée reçue, deuxième stéréotype, la France est l'un des premiers pays d'accueil des demandeurs d'asile. Alors, les demandeurs d'asile, nous avons vu cette notion sur la diapositive qui concernait les réfugiés. Les demandeurs d'asile sont des personnes qui ne peuvent plus retourner dans leur pays parce que la situation politique, la situation religieuse, leur conviction antimilitariste ou leur orientation sexuelle fait qu'ils sont en danger dans le pays dans lequel ils habitaient auparavant et ils demandent au pays dans lequel ils sont arrivés, ils demandent un asile ou béjiche. Donc, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la France qui est un des premiers pays d'accueil des demandeurs d'asile. Vous voyez qu'il y a moitié moins de demandes d'asile en France qu'en Allemagne. On en parle beaucoup, on fait toujours beaucoup de déclarations à ce sujet, mais les chiffres ne sont pas très impressionnants, les chiffres ne sont pas les plus remarquables. Troisième idée reçue, les migrants en situation irrégulière sont de plus en plus nombreux à s'installer en France. Alors, ça, c'est une idée intéressante parce que jusqu'à présent, nous n'en avons pas parlé. Nous n'avons pas parlé des migrants illégaux. Nous avons parlé des personnes qui traversaient la frontière et qui donc avaient une autorisation. Nous avons parlé des gens qui s'installaient éventuellement pour venir travailler. Mais les migrants, la situation des migrants, il y a bien entendu un certain nombre de personnes qui traversent la frontière et qui s'installent dans le pays sans papier officiel et qui sont en situation irrégulière. Il y en a un certain nombre, mais ce qui augmente jusqu'à présent, ce ne sont pas les migrants en eux-mêmes, c'est au contraire les départs qui augmentent. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont chassées de France ou qui partent volontairement, spontanément. Donc, en tout, vous voyez la ligne qui fait le total, il y a de plus en plus de personnes qui quittent la France, qui étaient à l'origine, qui étaient des migrants illégaux. Et c'est vrai qu'il y a des migrants illégaux. On voit notamment de quel pays est-ce que ces migrants viennent. C'est une réalité. Il ne faut pas l'ignorer. Et bien sûr qu'il faut essayer de faire en sorte que ces filières n'existent pas, mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aider ces personnes, parce que les personnes qui migrent illégalement sont très souvent des personnes dans des grandes difficultés économiques ou politiques. Une idée reçue très courante, c'est que les immigrés n'ont aucune qualification et que l'on augmente toute une proportion des personnes qui n'ont pas de diplôme et qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Alors ça, c'est tout à fait faux. Il y a bien sûr une certaine proportion parmi les immigrés
qui n'ont pas de diplôme. Vous voyez, c'est 27% pour l'année 2012. Les proportions sont généralement les mêmes dans les autres années. D'accord, on a des chiffres pour 2012 et des schémas, donc c'est pour ça qu'ils sont ici. Mais je pense qu'en 2020, ce sera la même proportion. Donc, vous avez une certaine proportion de personnes qui n'ont pas de diplôme, mais vous avez un bon nombre de personnes qui ont terminé l'école et qui ont un diplôme scolaire professionnel. Ici, ce sont des personnes qui ont complètement terminé l'école, donc полное среднее школьное образование, d'accord, l'équivalent de ЕГЭ en russe, donc quelqu'un qui a fait toute sa scolarité, c'est-à-dire 12 ans d'école. Et vous avez 39%, presque 40% de ces personnes qui viennent avec un diplôme supérieur, c'est-à-dire que ce sont des personnes éduquées. On peut dire que ces 3/4 de cette population, ce sont des gens qui au minimum savent lire et écrire. Donc, ce ne sont pas des personnes qui n'ont aucune qualification, ce n'est pas vrai. Ce niveau des immigrés, on le voit, qui varie suivant les personnes, donc suivant l'âge de ces personnes, chez les jeunes et chez les natifs. Vous voyez que la proportion des personnes qui ont un niveau faible est plus important chez les personnes nées à l'étranger, mais dans la moyenne européenne, on se trouve quand même plus ou moins toujours dans les mêmes chiffres. Et cela nous ça nous approche d'un problème qui a été très souvent évoqué et discuté. Alors ça, c'est une caricature du président Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Nicolas Sarkozy a beaucoup communiqué sur l'immigration et notamment sur ce que l'on a appelé l'immigration choisie, c'est-à-dire qu'il se proposait de trier les immigrants que l'on pouvait accepter. Celui-là qui a un diplôme, on le prend. Celui-là qui n'a pas de diplôme, on ne le prend pas. Et c'est un point de vue qui est très choquant en France parce que c'est un point de vue qui est inégalitaire. Or, vous savez que la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Ce sont des principes qui sont très profondément ancrés dans la mentalité française. Et quand on promulgue un décret qui bloque cette égalité, cela choque et les gens ne sont pas contents. Et le décret d'immigration choisie, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Alors, immigration choisie, c'est compliqué à comprendre, hein, faites attention. Cela ne veut pas dire que moi, je suis étranger, je choisis d'immigrer. Cela veut dire que moi, je suis français, enfin, moi, je suis président de la République, et je choisis qui peut immigrer chez moi, donc qui peut immigrer. Et ce n'est pas les migrations choisies, d'accord? C'est l'immigration choisie. Je choisis mes migrants. Il faut faire attention à cette expression. Elle a un peu à double sens. Et là, vous voyez, par exemple, qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent faire des études en France. Alors, bien sûr, ce sont des chiffres avant Covid. Difficile de dire comment est-ce que les chiffres ont évolué cette année, mais dans l'ensemble, il y a quand même un grand nombre d'étudiants étrangers qui se sont inscrits en France. C'est un chiffre qui augmente. Plus de la moitié, ce sont des étudiantes. Et ils viennent de beaucoup de pays, donc du Maroc, de l'Algérie, de la Chine, de l'Italie. Ce sont les premiers pays d'origine de la France. Donc, vous voyez Maroc, Algérie et Tunisie. C'est tout à fait normal parce que ce sont des pays dans lesquels le français est la langue de l'enseignement. Donc, pour eux, ce n'est pas difficile de venir faire des études en France puisqu'ils comprennent la langue. Ce n'est pas seulement une question d'immigration maghrébine, c'est aussi une question linguistique. Alors, une idée reçue que l'on rencontre assez souvent, c'est que les immigrants sont très bien logés, tout le monde s'occupe d'eux, ils sont mieux logés
que les SDF, ce sont les sans domicile fixe, c'est pas vrai, bien sûr, et il y a des centres d'accueil dans certains départements, dans certains endroits. Vous voyez, ce sont le nombre de personnes qui ont été accueillies, recueillies dans des centres d'accueil un petit peu partout en France pour les premiers temps quand les gens arrivent, mais souvent ce sont des conditions très très mauvaises, ce sont des camps minables dans lesquels s'entassent les immigrants qui n'ont pas d'autres ressources et pas d'autres possibilités. Ils sont parfois même à la rue. Alors, ces choses-là, ce genre d'argument est souvent repris, réutilisé par le Front National. Alors maintenant, il s'appelle le Rassemblement National ou quelque chose comme ça, mais de toute façon, c'est un parti politique d'extrême droite qui propose ce genre d'argumentation. Voilà, Julie attend un logement en résidence étudiante depuis 2 ans. Julie, malheureusement pour elle, Julie n'est pas migrante. 80 migrants ont été accueillis sur le campus universitaire. Il est logé en centre d'accueil. Alors, si on analyse très attentivement ce genre d'argumentation, on voit que c'est complètement faux parce que l'attribution des logements des logements étudiants sont faits absolument sur d'autres principes. Ce sont des étudiants qui demandent à rester dans la même résidence, des étudiants boursiers, des étudiants bac plus 5, c'est-à-dire qui ont 5 ans d'études supérieures, les étudiants dont le niveau d'études est le plus élevé, c'est eux qui obtiennent des résidences universitaires. Et pas le fait qu'ils soient migrants ou pas migrants n'intervient pas dans le choix de la résidence. Autre affiche du Front National, Sandra dort dans sa voiture avec son fils depuis 3 mois. Hélas pour elle, Sandra n'est pas migrante. Et ici, si on fait l'analyse, on voit que les aides d'hébergement d'urgence, de transition, de réinsertion sont données aux Français, aux migrants aussi, mais les migrants n'ont pas de priorité par rapport aux Français. Ce n'est pas vrai. Et donc, ici, l'argument qu'elle n'est pas migrante, si elle était migrante, elle aurait une aide. Elle n'est pas migrante, elle n'a pas d'aide. C'est un argument qui n'est pas vrai. C'est un argument spéculatif. Autre argument que l'on rencontre aussi assez souvent, les migrants viennent en France pour se faire soigner. Alors, ce n'est pas complètement faux. Effectivement, l'État français propose ce que l'on appelle une aide médicale d'État, on l'appelle AME, et cela coûte très cher au gouvernement français. C'est une façon d'aider les gens qui ont besoin d'aide médicale. Mais ce sont souvent des aides très ordinaires et ça ne concerne pas les dentistes, les spécialistes, etc. Alors, oui, c'est vrai, dans une certaine mesure, on peut venir en France pour se faire soigner, mais ce n'est pas des soins formidables, c'est juste vraiment des soins d'urgence si vous avez un gros problème de santé. Alors, le grand classique des idées reçues, c'est les immigrés volent le travail des Français. Alors, bien sûr, comme vous pouvez vous imaginer, c'est pas vrai. Donc ça c'est encore une affiche du Front National qui utilise cet argument. 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop. La France et les Français d'abord. Vous voyez l'argumentation très caractéristique de l'extrême droite. Le chômage, c'est à cause des immigrés et pas du tout autrement. Alors, ce n'est généralement pas vrai parce que ce ne sont pas du tout les mêmes postes de travail qui sont utilisés, qui sont employés par les immigrés et les Français. Ils se complètent l'un l'autre, mais ils ne se remplacent pas. Ce n'est pas parce que vous allez mettre 1 million d'immigrés à la porte que vous allez avoir 1 million de personnes qui vont retrouver du travail. Ce n'est pas comme ça que ça se fasse. Donc, on voit ici les postes de travail des immigrés en France et vous voyez ici un argument.
Les clandestins, donc ça c'est un patron, oui, il est tout content d'utiliser des travailleurs clandestins, illégaux. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de faire un contrat de travail, pas d'indemnité, pas de cotisation sociale, pas de syndicat, pas d'accident au travail. C'est très commode pour lui et c'est bien sûr une situation très négative. Cela arrive que des entreprises prennent des clandestins, mais c'est tout de même rare et bien réglementé. Alors, les étrangers, autre argument, viennent profiter des allocations, donc ils vivent avec un salaire minimum, ils reçoivent des allocations familiales plus que les Français, c'est vrai. Ils n'ont pas le droit de travailler, de vivre dans des logements sociaux. C'est pas vrai, ils peuvent vivre dans les logements sociaux. La scolarité de leurs enfants coûte cher, ça c'est pas vrai. On a besoin de plus de dépenses de sécurité, ça c'est vrai. Donc, dans un certain sens, il y a des dépenses qui sont induites par le fait qu'il y a des immigrés en France. Alors, moi j'aime beaucoup cette petite image. Ce qu'on vous reproche à vous, les immigrés, c'est de toucher les allocations chômage, retraite, santé, éducation, logement. Vous recevez de l'argent. Oui, mais lui, il dit, mais par contre, on ne nous reproche jamais de cotiser, c'est-à-dire de payer leur participation à la caisse de retraite, dans les associations, etc. Donc, ils payent. Ils reçoivent de l'argent, mais ils payent aussi de l'argent et ça, personne n'y pense quand on le reproche. Et là aussi, on voit que le Front National récupère cette idée-là et que l'allocation de solidarité qui est donnée à tout le monde, elle est donnée aussi et en premier lieu aux agriculteurs français et pas aux immigrés. Une idée que l'on utilise très souvent aussi, c'est que les immigrés arrivent à cause du regroupement familial. Alors, qu'est-ce que c'est le regroupement familial? C'est quand vous avez un membre de la famille qui est rentré en France, qui a trouvé du travail, et puis qui s'adresse aux autorités en dit, bon, maintenant, je veux faire venir ma femme et mes enfants. Et ça, c'est faux parce que c'est complètement terminé. Au début, vous aviez cette possibilité à exister dans les années 70, mais maintenant, cela n'existe pratiquement plus et les entrées, les gens qui viennent travailler entrent à peu près au moins autant que le regroupement familial. Ce n'est plus la plus grande possibilité de venir en France. Les immigrants sont tous des délinquants, ça c'est bien sûr, vous en avez certainement entendu parler. Il y a 13% des condamnés, 19% des détenus, et alors qu'en 2012, il n'y en avait que 6%. Et il y en a beaucoup, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement parce qu'ils sont d'origine étrangère ou immigrés. Ils sont surcontrôlés, ce n'est pas possible de se promener dans la rue en France si vous êtes immigré sans être contrôlé au moins une fois par jour. J'ai expérimenté ça avec des collègues russes, enfin des collègues sibériens, dont la tête n'était pas tout à fait européenne. Concrètement, un était arménien et l'autre était azerbaïdjanais. Ces personnes, donc il y avait un passeport russe, un passeport de la Fédération de Russie, étaient contrôlés en France au moins une fois par jour. Moi, je n'ai jamais été contrôlée de ma vie. Contrôlée simplement, dit montrez vos papiers. Il n'y a rien fait, tu te promènes dans la rue, tu es déjà contrôlé. Donc, bien sûr, plus tu contrôles de personnes, plus tu arrêtes de personnes. C'est mathématique. D'autre part, les condamnations sont toujours plus lourdes pour les immigrés que pour les Français. Et puis, la situation économique est généralement bien moins bonne pour les étrangers que les Français. Ils sont très souvent au chômage. Alors, je peux vous envoyer un lien
si cela vous intéresse, qui est intéressé par ce rapport, il y a un film documentaire que j'ai téléchargé de 2014 qui a comparé la proportion d'immigrés et la délinquance dans différentes villes de France et qui se sont aperçus qu'il n'y avait pas de corrélation mathématique, statistique entre l'immigration et la délinquance. C'est plus compliqué que cela. Simplement, l'idée générale, l'idée reçue, c'est que immigration veut dire délinquance, veut dire voyou, veut dire criminalité. Et ça, c'est très intéressant à regarder si le sujet vous intéresse. Alors, les mariages mixtes, nous en avons déjà parlé. La France est championne d'Europe des mariages mixtes. Ici, nous avons encore des statistiques sur ces mariages mixtes. Les époux sont français, 2 époux sont un. Ça, ce n'est pas une idée reçue, c'est vrai. Et puis, nous allons terminer pour l'instant sur cette note d'humour. Il y a un certain nombre de choses qui ont été basées sur ces stéréotypes de l'immigré sur l'immigration en France. Par exemple, je trouve très drôle le titre, disons, le livre en lui-même est un peu ennuyeux, il n'est pas très intéressant, mais le titre est amusant. Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Donc, ce monsieur qui s'appelle Gaston Kellman, comme vous le voyez, est d'origine africaine. Je ne sais plus de quel pays, Sénégal ou autre chose, je ne me souviens pas. Et lui, il se définit comme bourguignon. Il est né en Bourgogne, il aime le bon vin, le fromage, la charcuterie, la gastronomie de Bourgogne, et il n'aime pas le manioc. Le manioc, c'est un plat africain, une racine que les Africains mangeaient il y a des siècles et des siècles. Et ce n'est pas parce qu'il a la peau noire qu'il doit aimer le manioc. Il n'a jamais vécu en Afrique, il n'a jamais parlé une seule langue africaine, il est français et il aime des choses qu'aiment les Français. Et c'est ça dont il parle dans ce livre. Et puis, il y a eu alors une chose que je trouve très, très drôle, c'est l'histoire du plombier polonais. Alors, je vous laisse admirer les photos pendant que je vous raconte l'histoire du plombier polonais. C'était il y a quelques années, en 2005, au Parlement européen, et on a adopté une directive qui donnait la possibilité à n'importe quel Européen de venir travailler dans un autre pays d'Europe et de gagner le même salaire. Et du coup, un député, M. Philippe de Villiers, qui n'est pas vraiment un député, disons, de gauche, c'est quelqu'un d'extrême droite, a dit que c'est très grave car la directive Bolkestein permet à un plombier polonais ou un architecte estonien, польский водопроводчик или эстонский архитecte, proposer ses services en France au salaire et avec les règles de protection sociale de son pays d'origine. Et bon, on a oublié dans cette phrase le plombier, l'architecte estonien. Par contre, l'opinion publique s'est emparée de ce plombier polonais et on a beaucoup parlé de l'invasion de la France par les plombiers polonais. Et la Pologne, c'est très drôle parce que je connais des plombiers polonais en France d'ailleurs. La Pologne a utilisé cette phrase politique comme argument publicitaire, argument touristique. Vous voyez, ils ont mis un très séduisant plombier polonais avec des attributs de plombier. Donc, vous voyez, ça, c'est des instruments de plomberie. On peut comprendre qu'il est plombier. Et il dit dans la fiche et dans le texte qui est sur la fiche, moi, je reste en Pologne. Au contraire, je t'attends pour venir. Toi, tu es touriste, viens en Pologne, viens voir mon pays. Moi, je ne viens pas en France, je ne viens pas prendre le travail de tes Français. Et puis, il y a l'équivalent féminin
pardon, du plombier polonais, qui est une infirmière polonaise, qui elle aussi attend le touriste français et ne vient pas envahir la France. Alors, pour terminer, j'ai tenu ma parole, je suis restée dans l'heure qui m'est impartie. De quoi est-ce que nous allons parler? Donc, en introduction, je vous ai donné quelques idées reçues, quelques chiffres, quelques notions, quelques définitions. Nous aurons une partie assez longue, je pense qu'il y aura au moins 2, peut-être même 3 séances sur l'histoire de l'immigration en France, parce que c'est important de comprendre comment la France s'est peuplée pour comprendre comment elle existe maintenant. Et nous verrons 2 cas particuliers de la population française qui sont assez caractéristiques de la diversité française. Puis nous parlerons de la diversité régionale parce que la France plurielle, elle est plurielle également au niveau régional et la France est un pays très varié régionalement parlant. Nous parlerons de la diversité linguistique puisqu'elle découle de cette diversité régionale et de cette histoire. La France est un pays où on ne parle pas seulement français, au contraire, la France est un des pays au monde où on parle le plus de langues, vous ne savez peut-être pas, mais c'est comme ça. Nous parlerons aussi, bien sûr, de la notion de nation à la française et éventuellement un peu de l'apport des étrangers à la culture française. Donc voilà les thèmes qui seront abordés durant les séances suivantes. Et je termine donc là-dessus. Je ferme ma présentation et si vous avez des questions, peut-être, je n'en vois pas dans le chat, mais peut-être que quelqu'un a des questions à me poser, je serai heureuse d'y répondre.